commencer mon intervention par une citation faite par Nicolas Sarkozy, il y a quelques années à Dakar. Je crois que vous connaissez tous cette citation, selon laquelle le drame de l'homme africain, c'est justement qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est de la pure fiction, et c'est présenté comme une réalité historique. Le lien avec la problématique migratoire est intéressant parce que ça montre comment le discours sur l'immigration est présenté avec une perspective occidentale. Cela veut dire qu'il y a un paradoxe et un cynisme extraordinaire dans cette citation. En même temps que Sarkozy intervient dans le champ du discours africain pour donner aux Africains eux-mêmes une clé d'accession à l'universel, vous n'êtes pas assez entré dans l'histoire, vous devriez, et de la même manière, il leur explique que cette accession à l'universel ne passe pas par un déplacement physique vers la France. On parlait hier du paradoxe de la globalisation concernant l'Afrique. On est d'accord pour une mobilité des capitaux et des marchandises, mais il ne faut surtout pas accepter l'idée d'une mobilité des personnes. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de migration. Alors je voulais proposer une intervention en 3 parties. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout. En tout cas, je vais essayer. Ma première partie donc concerne justement le jeu de construction mentale et imaginaire et le travail de déconstruction que peut se permettre la littérature justement par rapport aux autres activités discursives, puisque la littérature a la liberté de se projeter et de recréer le réel. Et mon deuxième point d'approche serait une description de ce qu'est l'aventure africaine à travers la Méditerranée, le Sahara, la Méditerranée, mais aussi à travers l'Atlantique. Et si le temps le permet, j'essaierai de faire un peu de théorie-fiction en imaginant ce que pourrait être la littérature africaine de la migration dans les années à venir. Donc, je parlais tout à l'heure de déconstruction. Je vais aborder cette première partie en posant d'abord la question de savoir pourquoi, même dans les littératures africaines, on parle davantage d'immigration que d'émigration. On a parlé hier de ce concept et j'aimerais avancer un petit peu pour vous juste présenter quelques textes assez intéressants et représentatifs de l'idée qu'on se fait de la littérature africaine d'immigration. Un écrivain camerounais, Patrice Ngalagne, explique que les frontières de la littérature africaine sont fixes, même quand celle-ci dit le mouvement. Raconter l'Afrique dans son rapport aux autres espaces est d'abord un défi sémantique et épistémique. Vous connaissez certainement le travail que Derrida a fait sur la déconstruction et j'aimerais juste qu'on s'arrête aussi sur les termes pour voir un peu comment la différence entre immigration et émigration peut être aussi un acte de déconstruction. Lorsqu'on parle d'immigration, Derrida nous explique que le rapport entre le signifiant, c'est-à-dire le mot qu'on donne, et le signifié, c'est-à-dire sa connotation, n'existe pas nécessairement. Pourquoi? Parce qu'en fonction des représentations idéologiques et mentales, et le doyen hier dans sa communication nous a donné un aperçu, les représentations mentales et idéologiques peuvent changer radicalement le sens d'un mot. Et lorsqu'on parle d'eau, par exemple, la notion d'eau ne renvoie pas nécessairement à la même chose chez le chimiste et chez le moniteur de plongée, évidemment. Et la notion d'immigration ne renvoie pas à la même réalité chez l'Européen qui reçoit l'immigré que chez la personne qui se déplace chez l'Européen. Et donc, lorsqu'on parle d'immigré,
il ne s'agit même pas de la définition du mot en elle-même, mais il s'agit des autres concepts et notions que charrie ce mot. Et donc je vous ai donné une petite liste qui est loin d'être exhaustive, mais quand on parle d'immigrés dans des espaces comme la France par exemple, on parle plus de voyageurs, on parle plus de clandestins, de sans-papiers, de réfugiés, d'Africains d'origine, de Maghrébins, etc. Donc vous voyez que même s'il n'y a pas un rapport direct entre le signifiant et le second signifiant, ils sont interchangeables plus ou moins dans l'imaginaire collectif. Or, dans la perspective africaine, le mot immigré lui-même ne fait pas sens dans le propos ici, puisqu'on parlera plus d'émigré, c'est-à-dire de la personne qui quitte le sol africain pour aller vers l'extérieur. Et on voit que ce mot d'émigré a un champ de signifiant beaucoup plus positif, puisqu'on va parler d'aventurier, on va parler de la diaspora africaine, on va parler de l'exilé, on va parler d'afropolitain. Et ce dernier concept est d'ailleurs intéressant, puisque les 3 premiers textes que je vous ai montrés parlent davantage d'Africains installés en France. Et c'est important dans la perspective qu'on discute aujourd'hui, c'est-à-dire la vision de l'Africain immigré. La plupart de ces textes, on décrit souvent des Africains déjà installés. Ça veut dire que le rapport au pays d'accueil, c'est la seule description que nous pouvons avoir de l'Africain dans ces romans. Et le lecteur qui lit ce texte ignore quasiment tout du lieu de départ et ne peut appréhender la réalité profonde de l'immigré que comme présence. Ce qu'il perçoit, c'est le déjà là de l'altérité. C'est l'expression d'une misère de plus en plus envahissante ou la tragédie d'un échouage sur les côtes de la Méditerranée. Comme le souligne Jean Smith, les configurations migratoires ont été envisagées le plus souvent à partir de 2 trames épistémiques. On peut avancer. C'était plutôt, c'est pas grave, on va continuer. Les configurations migratoires ont été envisagées le plus souvent à partir de 2 trames épistémiques. Celle de la guerre des races, normand anglo-saxon, gaulois franc, assurant la domination des conquérants sur les conquis, au fondement des nationalismes européens, et celle de la relation host-stranger. Donc la plupart des récits dits d'immigration mettent l'accent sur le personnage étranger et ses déboires existentiels dans le pays d'accueil. C'est une figure générique, comme je l'ai dit, on parle plus de son statut que de son identité. Depuis quelques années, on va dire début des années 2000, un autre type de roman que je qualifierais d'émigration commence à exister en Afrique. Et le texte qui l'illustre le mieux, je pense, c'est un roman publié par un Sénégalais nommé Mbougar Sarr, Mohamed Mbougar Sarr, publié l'année dernière, donc en 2007, tout récent, et qui décrit le schéma de représentation de l'immigré, mais aussi la façon dont lui-même perçoit l'Europe. Et je vous cite un peu ce texte parce qu'il explique un peu comment l'Europe voit l'Africain et comment l'Africain voit l'Europe. Pourquoi es-tu parti de chez toi? Pour un réfugié, c'est une question difficile, mais on ne la lui épargnera jamais. Tout le monde la lui pose. Il l'entend lorsqu'il passe ses commissions, les personnes émues par sa présence la lui adressent. Mais en même temps, le narrateur, fin de citation, en même temps, le narrateur nous apprend que les réponses à cette question se déclinent en 2 catégories. Les réponses qui commencent par « parce que » ou « à cause de » ont plus de chances d'offrir des papiers ou d'émouvoir les gens que les réponses qui commencent par « pour » ou « afin de ». On voit ici que le langage est un enjeu vital dans le récit de l'immigration. L'intérêt du roman de Sarr, c'est qu'il inscrit dans ce récit de type nouveau, que la question sémiologique est portée par les personnages eux-mêmes. Il s'agit de migrants qui, contrairement à ceux mis en scène dans les romans diasporiques que j'ai mentionnés tout à l'heure, il s'agit ici de migrants qui ont traversé la mer ou le désert.
ils ont compris l'importance de fournir les détails de leur itinérance. Et prenant en compte les préconceptions de l'horizon d'attente, ils s'adaptent remarquablement à ce que l'on veut que leur discours soit. Donc ils vont fictionnaliser leur propre histoire et raconter le plus de détails possibles pour émouvoir les personnes qui les reçoivent. Et il arrive même que le romancier soit lui-même dans cette dynamique. Je veux dire par là qu'un écrivain africain immigré en France peut choisir de mystifier le public français en se créant lui-même une histoire autour de l'immigration. Un romancier sénégalais, Omar Ba, a publié en 2008 un livre intitulé « Soif d'Europe, témoignage d'un clandestin ». On s'est rendu compte par la suite que l'histoire créée par Omar Ba était une histoire tout à fait inventée. Mais il s'est mis dans la peau d'un migrant qui aurait traversé le Sahara en passant par le Maroc pour arriver en France comme les clandestins classiques. Or, il a voyagé en avion comme un étudiant pour aller poursuivre ses études en France. Pourquoi cette stratégie? Parce qu'il avait compris que pour obtenir ses papiers, c'était le moyen le plus sûr, le moyen le plus direct. Alors, ce qui caractérise ce récit, c'est un retour de cynisme. Les migrants ont décidé de créer une fiction pour répondre à une attente. Qu'est-ce qui fait que l'Africain voyage? On voit dans ces textes toute une série de raisons différentes les unes des autres. Et je voulais en retenir une qui est peut-être assez instructive. C'est que la plupart de ces romans mettent en scène un apprenti footballeur. Des jeunes gens qui quittent l'Afrique pour essayer de devenir professionnels de football. Il s'agit d'un constat froid sur la lecture du traitement que l'Europe réserve aux immigrés possédant un talent à mettre à son service. Le football incarne avec force la dimension onirique de l'immigration. On y va pour poursuivre un rêve. Et le sport est un passeport vers la respectabilité pour les masses populaires, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et ces personnages, à la recherche d'un autre type d'accomplissement que le désir trivial de se libérer de la faim, montrent peut-être l'essence même de l'émigration. Les Africains ne partent pas parce qu'ils sont dans la misère. Ils partent pour atteindre un mieux-être, pour vivre mieux. Et dans un autre roman intitulé « Le ventre de l'Atlantique », la Sénégalaise Fatou Diom met l'accent sur cette raison profonde d'émigrer en disant que dans le village de départ, on n'a pas besoin de pompes à eau, même japonaises. C'est un village qui dispose d'une nappe phréatique qui semble inépuisable. Les cultivateurs, les pêcheurs de cette ville sont autosuffisants et ne demandent rien à personne. Qu'est-ce qui les fait partir alors? En arrivant en Europe, un des personnages montre sa déception en posant la question suivante. Où est le luxe? Où est l'argent? Où sont les jeunes et vieilles blanches qui aiment les nègres et leur gros bangala du et venin? Où est tout ça? Moi je vous dis, on nous cache quelque chose. Donc il y a un décalage entre le désir de partir et la réalité de l'Europe qui repose sur autre chose que la misère. Comment se construit la représentation de l'Europe en Afrique? Fatou Diom nous en donne aussi un aperçu. Elle nous dit que ça passe par le récit. Le récit de personnages qui se sont installés en Europe et qui sont revenus en Afrique, mais aussi le récit des médias. Et elle met en scène le rapport à la télévision dans son roman. Je vous fais une citation de son texte qui montre l'impact des médias chez les villageois qui veulent s'aventurer en Europe. À la télé, plus rien que de la publicité. Coca-Cola sans gêne vient gonfler son chiffre d'affaires jusque dans ces contrées. Surtout, n'ayez crainte, Coca fera pousser le blé dans le Sahel. Attirés par la télé,
une troupe de gamins rachitiques âgés de 7 à 10 ans, avec pour unique jouet des bouts de bois et des boîtes de conserve, s'esclavent en voyant une scène suggestive de publicité. Ensuite, c'est au tour de Miko, qui est une marque de glace, d'aiguiser l'appétit. Les glaces, les enfants n'en connaissent que les images. Elles restent pour eux une nourriture virtuelle, consommée uniquement là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais dans ce paradis de la pub, les enfants sont bien nourris et sont en bonne santé. Et cette fiction télévisuelle est validée par des personnages qui reprennent la parole mystificatrice de l'Occident en expliquant que l'Europe, c'est comme à la télé, mais en mieux. On passe la journée à bâiller devant la télé et on te file le revenu maximum d'un ingénieur de chez nous. On donne de l'argent en fonction du nombre d'enfants. Chaque nuit d'amour est un investissement. Tout ce dont vous rêvez est possible en Europe. Donc cette représentation, quoique manichéiste, suggère une image de l'Europe qui encourage le désir d'ailleurs. Plutôt que de se représenter la réussite à travers les couples besoin-satisfaction, les candidats à l'émigration se représentent l'Europe à travers les couples manque-excès, invisibilité, éclat. Il faut émigrer non pas pour s'en sortir, mais pour devenir quelqu'un. Et la même logique existe dans le rapport que l'Afrique a avec l'Amérique du Nord. J'essaierai d'aller rapidement pour ne pas vous ennuyer davantage. Mais ce qu'il est important de retenir ici, c'est que du point de vue africain, ce n'est pas la misère qui guide le désir d'émigrer, c'est le mieux-être, c'est devenir riche, c'est montrer que la réussite est possible en allant s'installer en Europe. La nouveauté, peut-être, à laquelle les imaginaires africains sont confrontés aujourd'hui, ce n'est pas la difficulté du chemin, mais c'est plutôt les témoignages sur la mort et la souffrance. Ces témoignages sont devenus beaucoup plus accessibles aux Africains grâce aux médias, mais aussi aux nouvelles technologies. Et les rescapés commencent à raconter de plus en plus ce qui se passe en réalité sur l'Atlantique et dans le Sahara. L'émigration a toujours été vécue comme une épreuve sur le continent, mais cette dimension tragique, qui est une nouveauté, procède peut-être à un renouvellement de la trame. Selon Patrick Galland, que j'ai cité au début de mon intervention, le roman africain aujourd'hui de l'émigration dit le chemin, c'est-à-dire la douleur de la traversée de l'Atlantique, la douleur de la traversée du désert. Ils font de leurs mots du sable et de l'eau qui se fixent sur les pas, de la route qui brûle le corps. Et le cinéma, à cet égard, est une contribution importante. À côté d'auteurs comme Bougar Sarr et Fatou Diom que j'ai cités, on peut évoquer Abbas Dione et Max Lobé, mais aussi des cinéastes comme Moussa Touré qui a mis en scène un film formidable qui s'appelle La Pirogue et qui est sorti en 2012. Et dans ce film, il met en scène des jeunes Sénégalais qui se sont embarqués dans une pirogue pour aller en Espagne. Dans ces textes et films, le champ lexical de la souffrance est remplacé par le champ lexical de la mort. Et le lecteur ou le spectateur est directement en prise avec la tragédie. Comme il ne me reste que 2 minutes, je vais peut-être juste 1 minute. Je vais juste évoquer la troisième partie de mon intervention très rapidement et j'espère que j'aurai la chance de partir un peu plus en profondeur dans les détails. Il est important, je pense, de se poser la question de savoir que les Africains, il est important de se faire à l'idée que les Africains n'ont pas toujours voyagé pour satisfaire les ambitions matérielles ou économiques. La nature profonde de l'humain est une nature erratique.
Et le roman d'émigration africain est très vieux. Il n'a pas commencé avec les récits des années 2000. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la parole africaine a toujours cherché une mise en relation avec l'ailleurs. Les premiers textes transatlantiques que l'on retrouve en Afrique sont le fait d'esclaves qui ont été déportés en Amérique. Je mentionnerai juste rapidement deux noms. Phyllis Wheatley, qui est une ancienne esclave, donc du XVIIIe siècle, milieu du XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, qui a écrit une série de textes sur ses origines africaines et son expérience en tant qu'esclave aux États-Unis. Vous avez aussi l'exemple de Oladipo Elukano, qui est un abolitionniste britannique d'origine africaine, qui a été aussi déporté et qui raconte l'expérience transatlantique. Il y a d'autres récits de grands voyages africains, attestés ou légendaires, qui nourrissent l'imaginaire africain. J'en mentionnerai rapidement deux. Le grand voyage de l'empereur marlien Abou Bakr II, qui aurait traversé l'Atlantique avec une flottille de 2000 bateaux pour atteindre les côtes brésiliennes bien avant les Espagnols. La trame de son récit a inspiré un texte publié dans les années 2000 par Sylvie Candet, où elle raconte justement ce voyage africain précolombien à travers les eaux de l'Atlantique. Le deuxième texte que je voulais mentionner est celui, le pèlerinage à la Mecque de notre empereur Mansa Moussa, dont les chroniqueurs arabes comme Al-Umari, Ibn Khaldun ou Ibn Battuta ont donné des relations assez précises. Ce voyage de Mansa Moussa illustre une autre tradition de voyage partie de l'Afrique de l'Ouest vers le monde arabe et qui peut-être peut avoir avec la traite transsaharienne des Noirs que l'on imagine comme la seule historicité de l'émigration africaine à travers le Sahara. Il est permis en littérature donc de réinventer le réel et de lui donner un sens plus humain. La sacralisation des frontières artificielles et la restriction des libertés de circuler sont relativement récentes au regard de la longue durée. La littérature africaine n'hésite pas aujourd'hui à reprogrammer son histoire pour avoir accès à l'universalité. La proximité entre l'Afrique au sud du Sahara, puisque c'est le terme convenu, et le bassin méditerranéen se retrouve dans les grandes thèses panafricanistes portées par des hommes aussi différents que l'égyptologue Cheikh Anta Diop ou Léopold Sédar Senghor, qui voient l'influence de l'Afrique jusque dans l'Antiquité grecque avec des héros et des divinités comme Delphos, Andromède, Céphée, Persée ou encore Cybèle. C'est une logique de rapprochement exprimée par des auteurs maghrébins contemporains comme Abdel Latif Labi qui nous a quittés il y a quelques années, Abdel Latif Khatibi qui nous a quittés il y a quelques années, mais aussi Tahar Benjeloun que je vais mentionner pour terminer si vous me le permettez très rapidement, parce qu'il a publié un roman important à mes yeux qui s'appelle Mariage de plaisir en 2012. Et dans ce texte, Tahar Benjeloun imagine un trajet à rebours dans le Sahara. Il s'agit ici d'un commerçant marocain de Fès qui fait le voyage pour aller au Sénégal pour son commerce. Et au Sénégal, il va rencontrer et épouser un personnage Peul, une femme Peul, avec qui il va revenir au Maroc. Je ne vous donne pas les détails de ce roman, j'espère que vous le lirez, mais c'est déjà une ouverture vers une autre intelligibilité de la migration à l'intérieur de l'Afrique, dont j'espère qu'on aura le temps de discuter. Il y avait d'autres détails encore que j'aurais pu mentionner, mais j'imagine que la politesse m'oblige à m'arrêter là, et je vous remercie.